Parfait. Ben, merci beaucoup de me passer la parole pour la présentation. Puis je profite en commençant en remerciant Anya pour l'invitation, là. J'apprécie beaucoup de pouvoir me trouver parmi vous, de vous rencontrer tous et toutes. Et donc, un grand merci pour l'invitation, là. Je dois dire que j'apprends beaucoup d'Ania au fil de nos discussions, tant sur le droit animalier que sur les fondements du droit privé, là. Donc, c'est un plaisir de pouvoir poursuivre les explorations avec vous. Cette fois-ci, en prenant les cétacés comme une figure qui peut nous aider à révéler des pans culturels du Québec. Et ici, je vais me concentrer surtout sur la thématique des cétacés vus par le droit, sur des éléments de la culture juridique québécoise euh, qui peuvent être mises de l'avant au travers de la figure de la baleine, au travers des figures des cétacés. Et je veux me concentrer sur ben, en fait, voilà, il y aura quelques pans un peu chaotiques dans la présentation, mais disons qu'il y a trois éléments sur lesquels je vais me concentrer. C'est le rôle du fédéralisme dans le contexte québécois et dans la construction du droit et dans la protection des cétacés. Le deuxième élément, là, en fait, la hiérarchie entre les animaux qui est révélée lorsqu'on suit cette figure-là au travers du droit québécois. Et troisième pan, mais vraiment les discours qui entourent les enjeux concernant les peuples autochtones. Et ça, c'est assez particulier dans la discussion sur les protections de différents types d'animaux. Et c'est le cas pour les cétacés au Québec. Donc, tout ce que je vous présente, c'est en fait des réflexions en chantier. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, mais aussi des suggestions, commentaires après même présentation ou voilà, de manière plus informelle aussi pour approfondir ces réflexions-là. Donc, premièrement, sur la question du fédéralisme, en fait, on peut vraiment sentir son influence sur la construction du droit animalier au Québec. Et ça, on peut le voir en essayant de retracer la figure des cétacés tout au long du droit au Québec. Et pour m'expliquer, je dois faire une petite introduction à la structure du droit animalier au Québec. Ben, d'abord, ce qui va vraiment chapeauter la relation avec les êtres humains et les animaux, c'est d'abord avant tout le droit criminel qui relève du Parlement du Canada. Donc, on a une loi qui s'applique, le Code criminel, qui s'applique à l'entièreté du pays et qui va essentiellement s'attaquer aux comportements là, gravement immoraux. On peut penser essentiellement à la cruauté envers les animaux et donc pris par une loi qui est prise par le Parlement du Canada. Mais tout le reste du droit animalier, à part quelques exceptions qu'on va voir, tout le reste dépend vraiment de chaque province, donc du droit provincial. Et dans notre contexte, tout ce qui découle du Parlement du Québec, le droit civil, et qui met en place certaines protections, certains paramètres de la relation entre les animaux et les êtres humains. Premier élément qui va régir de manière générale la relation entre les humains et les animaux, c'est depuis 2015, on a une disposition qui est similaire à l'article 515-14 qu'on trouve ici dans le Code civil des Français, qui est l'article 898.1 du Code civil du Québec, donc adopté par le Parlement du Québec, qui nous dit essentiellement les animaux ne sont pas des biens, ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Bon, doué de sensibilité, c'est intéressant aussi parce qu'on a une version en anglais du Code civil du Québec, parce qu'effectivement, depuis la conquête, en fait, toutes les lois doivent être adoptées. Donc, ce n'est pas des traductions, c'est vraiment des lois qui sont adoptées tant en français qu'en anglais. Et la notion de sensibilité, qui peut être en français, qui peut avoir plusieurs acceptions, la notion de sensibilité au Québec, on la traduit, les êtres doués de sensibilité, on les traduit comme sentient beings. Donc, on est plus près de l'idée de la sentience, d'une forme de représentation subjective du monde, qui est donc un peu plus profonde, un peu plus texturée que simplement se dire sensible à son environnement. Il y a vraiment une expérience subjective du monde qui est prise avec la version anglaise de cet article-là. Donc, article qui s'applique à tous les animaux, et donc y compris aux cétacés, évidemment. Article adopté en 2015, on peut se demander
quelle est la force normative de cette disposition-là? La Cour d'appel du Québec, donc une jurisprudence qui fait autorité pour l'ensemble de la province, nous dit, dans un arrêt de 2019, donc je cite, on nous dit en affirmant que les animaux sont des êtres doués de sensibilité ayant des impératifs biologiques, le législateur dicte du même coup la conduite que doivent avoir tous ceux et celles qui interagissent avec de tels êtres. Cette disposition a donc valeur de norme comportementale. Donc ça, c'est intéressant. On nous dit qu'il y a donc un effet normatif qui doit découler de cette disposition-là, et donc disposition qui devrait s'appliquer aux cétacés. Donc quelque chose qui... On ne nous donne pas plus d'indices. Dans le contexte de cet arrêt-là, on nous dit on pourrait déclarer invalides des règlements municipaux qui contreviendraient à l'article 898.1 du Code civil s'ils ne respectent pas la sensibilité ou les impératifs biologiques des animaux. Mais plus généralement, on ne nous dit pas comment mettre en vigueur cette norme comportementale. Donc, des ressources qu'on peut trouver dans la jurisprudence, mais sans plus de détails pour l'instant. Plutôt, pour le Parlement du Québec, le respect de la sensibilité puis des impératifs biologiques des animaux se met en œuvre au travers de deux régimes particuliers qui sont, en fin de compte, distingués entre les espèces domestiquées et les espèces dites sauvages. Donc, pour les espèces domestiquées, donc vraiment domestiquées au sens large, donc on peut penser aux animaux dits de compagnie, mais on peut penser aussi aux animaux qui sont exploités pour la consommation humaine. On va avoir la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal qui impose diverses protections. Donc, je n'en ferai pas la liste exhaustive, mais quelques obligations saillantes. On nous dit que les propriétaires et gardiennes d'animaux doivent s'assurer de leur bien-être et de leur sécurité. Et toute personne, donc ici aussi, donc c'est pas seulement les propriétaires et gardiennes, on nous dit toute personne doit intervenir lorsqu'un animal est en détresse. Donc, obligation très large. Et il y a des exceptions très larges aussi à ces deux obligations-là, donc respect du bien-être et de la sécurité ou intervention pour les animaux en détresse. Des exceptions très larges dans le cas d'activités d'agriculture, de médecine vétérinaire, d'enseignement et de recherche scientifique. Bon, si je remets ça dans le contexte des cétacés, ce que ça nous dit, c'est qu'il n'y a pas d'exception, par exemple, pour ce qui est du divertissement. Il n'y a pas d'exception pour donc les animaux qui seraient mis en spectacle. Mais par contre, au sens de cette loi-là, on n'a pas considéré les cétacés comme des espèces domestiquées. Et donc, cette loi-là, la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, ne s'applique pas. Pour trouver des ressources, il faut plutôt se tourner vers le deuxième régime qui s'applique aux espèces dites sauvages, mais qui est essentiellement un régime qui vise à protéger les espèces en tant qu'espèces et rarement les individus comme tels. C'est seulement quand les individus vont être en captivité qu'on a un règlement sur les animaux en captivité qui s'applique aux animaux issus d'une espèce sauvage. Et donc là, on a certains paramètres pour satisfaire à leurs impératifs biologiques, mais c'est somme toute plus limité que ce que je viens d'exposer pour les animaux domestiqués. Donc, c'est les grands traits du régime du droit animalier au Québec. Puis on va voir ça et là, donc, quelques dispositions, surtout pour encadrer des industries en particulier, certaines activités qui vont venir s'ajouter au grand panorama. Donc, par exemple, pour les conditions d'abattage, on va avoir certaines dispositions qui vont interdire certains processus de mise à mort. Mais sinon, c'est le grand paramètre. Donc, où dans ce panorama-là, où est-ce que se situent les cétacés? En fait, c'est intéressant et curieux de voir que tout passe par la bande. En fait, tout passe par, non pas le grand régime, mais vraiment plus des formes d'exception qui sont mises. Donc, on a un règlement sur les mammifères marins qui va encadrer strictement de base les conditions de captivité des cétacés et qui vont interdire notamment la chasse de ces animaux-là. Et on a aussi donc une loi aussi sur les espèces en péril qui va protéger certaines espèces de cétacés
qui sont en péril au Québec. Donc, on peut penser à la baleine à bec commune, baleine noire de l'Atlantique du Nord, beluga du Saint-Laurent et rorqual bleu. Donc, les lois sur les espèces en péril qui vont interdire aussi certains comportements et qui vont protéger les individus en, certes, voulant protéger l'espèce, mais qui vont protéger les individus, espèce étant en péril. On vient de le souligner avec l'exemple du loup, chaque individu compte dans cette logique-là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce grand portrait-là? C'est curieusement un grand délaissement par rapport au droit civil, par rapport à tous les outils qui pourraient exister dans le droit civil pour traiter d'enjeux spécifiques au droit animalier. Donc, comme je le disais, les cétacés sont couverts par l'article 898.1. Ils peuvent être couverts par la loi qui s'occupe des espèces dites de la faune, donc la loi sur la mise en valeur et la conservation de la faune. Mais ce n'est pas au travers de ces outils-là qu'on va les protéger. C'est plutôt au travers de dispositions explicites. Et ce qui s'est produit, c'est qu'en 2019, on a eu une nouvelle loi qui a été adoptée par le Parlement du Canada et qui vient ajouter dans le Code criminel une interdiction, en fait une série d'interdictions pour protéger les cétacés. Et donc, on va interdire d'être propriétaire de cétacés, d'en avoir la garde ou d'en avoir même la surveillance. Et donc, il y a quelque chose d'intéressant ici. On vient interdire même la protection, peu importe. On pourrait imaginer des propriétaires plutôt distants qui n'ont pas affaire avec les cétacés, mais qui détiennent le titre de propriété. Et ça, on vient l'interdire. Et donc, ce n'est pas simplement des activités ou des comportements, mais même la propriété, qui habituellement devrait relever du droit civil, elle est interdite à même le code criminel. Et propriété qui habituellement relève des assemblées législatives provinciales, bien ici, la propriété est interdite en raison du Parlement fédéral. Donc, une dynamique assez particulière sur la division des compétences constitutionnelles. Mais aussi, donc, un délaissement de toute possibilité d'essayer de nourrir l'article 898.1 du Code civil, de nourrir ce que la Cour d'appel appelle une norme comportementale qui devrait dicter notre comportement envers les animaux. Donc, on interdit d'être propriétaire, d'avoir la garde des cétacés. On interdit aussi de se faire reproduire les cétacés, de posséder ou d'obtenir du matériel reproductif de cétacés et de donner les cétacés en spectacle sous réserve d'autorisation provinciale qui pourra être obtenue. Et on va insérer quelques exceptions. Bon, quelques exceptions, là on est toujours dans le code criminel, quelques exceptions pour la recherche scientifique, pour les personnes qui sont déjà propriétaires de cétacés. Donc, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'effet rétroactif, quoique ce n'est pas exactement le bon terme, mais bref, on ne veut pas changer ou intervenir sur les situations qui avaient cours avant l'adoption de cette loi-là. Autre exception, on peut avoir la garde de cétacés s'il s'agit de leur fournir des soins ou de les aider à se réadapter s'ils sont blessés ou en détresse. Donc, idée de la détresse qui revient. Et finalement, celle qui me fascine le plus, c'est qu'on permet aussi une exception si on obtient une autorisation gouvernementale d'avoir des cétacés en détention pour leur bien-être. Et on nous dit vraiment dans la loi pour l'intérêt du bien-être du cétacé. Donc, on insère dans le droit canadien un nouveau concept qui est celui de l'intérêt de l'animal. Et l'intérêt du cétacé, qu'est-ce qu'il veut dire? Surtout quand on l'oppose avec l'autre exception que je viens de vous dire, qui est de fournir des soins à un animal qui est en détresse ou qui a des problèmes de santé. Donc, j'essaie de comprendre qu'est-ce que nous dit cette notion-là. Et je fouille autant que je peux dans la documentation gouvernementale et le ministère en charge de l'application de la loi. Donc, je mets de côté quelques détails techniques, mais pour le dire simplement, ça va être Pêche et Océan Canada, qui est le ministère en charge de cette loi-là et qui nous donne une certaine définition de qu'est-ce que l'intérêt de l'animal dans ce contexte-là. Et il nous dit, ben, on permettrait une captivité qui cherche à protéger la santé physique de l'animal. Ça va, on nous parlait déjà des soins et de la détresse. Mais aussi des conditions de captivité qui favoriseraient son autonomie.
ou est-ce qu'il faut lire son autonomisation, donc la possibilité de se réhabiliter éventuellement. Aussi, des conditions qui favorisent la formation de groupes sociaux sains. Et donc, on reconnaît une sociabilité à l'animal. Et en fait, on parle de l'intérêt du cétacé, mais on en parle en tant qu'individu, mais quand on le décrit, puis on dit qu'il doit être dans des groupes sociaux sains, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit avoir un bassin d'autres individus avec lui, avec lesquels on est capable d'entrer en relation, de tisser des liens. Et dernier élément qu'on nous donne en exemple sur qu'est-ce qui favorise l'intérêt de l'animal, l'expression de comportements naturels. Et donc, ça revient un peu à l'idée dont Maître Lanty nous parlait en avant-midi, quand on parlait de conditions de détention qui sont incompatibles avec les besoins physiologiques. Bien là, dans l'idée même de l'intérêt de l'animal, c'est pas simplement réagir à des blessures ponctuelles, mais vraiment avoir des conditions qui permettent l'expression de comportements naturels. Et là, on peut se demander, est-ce qu'il n'y a jamais des conditions qui permettent l'expression de comportements naturels pleinement? Donc, exception assez intéressante, assez large, et on nous dit explicitement aussi qu'en fait, on va s'opposer à la captivité là, pour des contextes de divertissement ou d'exploitation des animaux. Donc, tout ça, c'est dans le code criminel. On a aussi des modifications à la loi sur les pêches qui vont mettre en œuvre les grands traits que je vous ai expliqués. C'est dans la loi sur les pêches où on va interdire aussi l'importation et l'exportation de cétacés. Donc, bref, on voit au travers de tout ça, ce qui me surprend vraiment, un désintérêt pour les outils de droit commun, puis l'imposition de règles spécifiques au travers du droit pénal essentiellement. On pourrait, donc, en fait, on peut trouver que c'est décevant, étant donné que toute la réflexion qu'on a au travers des cétacés, on n'est pas capable de l'importer ou de l'inclure dans une réflexion plus large sur qu'est-ce que la reconnaissance de la sensibilité des animaux et leurs impératifs biologiques. Mais peut-être que tout ça s'explique par un contexte politique canadien particulier où il y a un réflexe chez c'est peut-être caricatural, mais il y a un réflexe dans les autres provinces, les provinces de common law, de vouloir saisir le Parlement du Canada lorsqu'il y a des problèmes sociaux qu'on vise à régler. Et le Parlement va souvent agir au travers du droit criminel pour le dire simplement, s'ingérer dans des champs de compétences qui relèvent particulièrement des provinces. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'on délaisse ces outils du droit commun, mais bref, la situation qu'on a présentement, c'est qu'on a quelques ressources intellectuelles, juridiques dans le Code civil, dans la jurisprudence et qui ne sont pas mises à profit. Et on a des interventions ponctuelles, ce qui m'amène aussi à mon deuxième point sur la hiérarchie des animaux, c'est que intervenant ponctuellement sur des espèces en particulier, ben, on vient perpétuer une hiérarchie entre les animaux et on ne vient pas nourrir donc des outils juridiques qui s'intéressent aux animaux plus globalement. Et donc, on vise des espèces spécifiques et on peut se demander pourquoi est-ce qu'on vise ces espèces-là en particulier. Est-ce que c'est parce que c'est des espèces qu'on juge plus nobles ou dont on peut voir plus directement la souffrance? Et ça me fait penser à ce que Simon Jolivet disait durant la période de questions sur d'autres espèces qui ont besoin d'intervention et de protection et qui bénéficient, disons peut-être, du capital politique qu'ont les cétacés lorsqu'il y a des mesures de protection qui s'ajoutent. Mais on peut se demander pourquoi est-ce qu'on interdit la détention et les spectacles de cétacés alors qu'on n'intervient pas plus largement pour les zoos où il y a d'autres formes d'exposition, de mise en spectacle et d'exploitation des animaux. Parfait, toujours dans les temps. Troisième point que je veux aborder avec vous, c'est que tout le débat sur les cétacés met en relief aussi un autre trait des préoccupations, j'allais dire québécoises, mais en fait pan-canadiennes, qui est en fait tout le rôle des Autochtones ou surtout leur instrumentalisation dans les réflexions juridiques et dans les réflexions au travers des animaux. Et donc, on le voit, on l'a vu
dans le contexte des cétacés, parce que la loi qui a fait les modifications au Code criminel dont je vous parlais, elle précise qu'elle ne vise en aucun cas à porter atteinte aux droits ancestraux des peuples autochtones qui sont reconnus à même la loi constitutionnelle de 1982. Autrement dit, cette loi-là, elle nous dit, on comprend qu'il y a des droits ancestraux de pêche, par exemple, et donc certaines pratiques traditionnelles de pêche et de chasse qu'on vise à respecter, qui sont essentiellement faites pour des fins alimentaires, de subsistance ou pour des fins cérémonielles. Et donc, on nous dit dans la loi, on ne veut pas toucher à ça. Et donc, on met une exception qui est là pour ce type de pratique-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le débat public, on voit que tous les enjeux autochtones, en fait, sont souvent instrumentalisés par des gens qui s'opposent aux modifications législatives et qui ont peut-être aucun lien avec les peuples autochtones. Et donc, il y a une instrumentalisation de leurs intérêts. Et en fait, quand on interroge les peuples autochtones, et évidemment que certaines personnes sont en faveur de ces exceptions-là et la protection des droits de chasse et de pêche, mais certains groupes pour qui la baleine peut être un élément symbolique important, vise à réactualiser les pratiques au travers, mais toujours en concordance avec ces valeurs-là et cette sensibilité culturelle-là. Et donc, il y a effectivement des personnes autochtones qui militent plutôt pour une, disons, une favorisation, une réhabilitation des espèces de cétacés plus largement. Et donc, on voit la mise en place donc le gouvernement a mis en place le Fonds autochtone pour les espèces en péril, qui est administré par Pêche et Océan Canada, dont je parlais, qui va financer des projets dirigés par des communautés autochtones qui visent justement à protéger des espèces aquatiques menacées. Donc, il y a vraiment une volonté d'habiliter les populations. Puis, on voit de la part de plusieurs communautés autochtones une volonté à justement investir le terrain avec des initiatives, non pas de chasse et de pêche, mais vraiment de réhabilitation et d'émancipation, disons, des espèces dans leurs différents milieux. Donc, il faut toujours faire attention quand on voit différents discours sur les peuples autochtones, se demander en fait qui les porte et est-ce que c'est vraiment des mesures désirées par les communautés elles-mêmes ou une instrumentalisation de leurs intérêts aux fins par des opposants qui ont plus généralement peu d'intérêt pour les populations autochtones. Donc voilà le tour des 3 points que je voulais souligner avec vous, qui je pense permettent de révéler certains éléments de la culture juridique québécoise au travers de la figure des cétacés.